Bonjour et bienvenue au podcast Je m'en rappelle plus. Aujourd'hui, avec mon cher et estimé collègue Simon Demers, nous avons la chance de recevoir une travailleuse sociale de l'IRDPQ, Madame Paul. Bonjour. Allô? Alors, vous, votre rôle à l'IRDPQ, c'est? En fait, oui, je suis travailleuse sociale de formation depuis 1993 que je suis à l'unité au programme des traumatisés crânio-cérébraux. Mais depuis plusieurs années, je te dirais entre 12 et 15 ans, je suis plus en coordination clinique. Fait que, en fait, la coordination clinique, en fait, on s'occupe on est un peu le rassembleur, tu sais, d'une équipe de réadap autour d'un client, là. Ça va du médecin à tous les professionnels qui peuvent graviter autour d'un usager qui rentre chez nous. Ça fait que, puis moi, je m'occupe que la réadaptation, elle se passe le mieux possible, tu sais, dans toutes les sphères. Puis, je m'occupe aussi de quand la réadaptation est finie, ben là, on s'en va où? Là, on fait quoi? Puis on soutient le retour à la maison comment? Fait que c'est quand même assez lié avec la job que j'avais de TS avant parce que souvent, les TS, c'est un peu aussi notre rôle hein, de voir à l'intégration là, de tout ça, un accident après l'intégration sociale. Fait que on dirait que combiner les deux rôles, là, c'est une belle expérience pour moi. Là. Et vous, dans le fond, vous vous occupez aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Oui, nous autres, là, dans le fond, le programme TCC ici, au CIUS, là, puis l'IRDPQ précisément, là, on reçoit les clients qui sortent de l'hôpital. Fait que, puis même que je te dirais qu'on traite du TCC léger au TCC modéré grave. Puis on a des façons de traiter différentes. Mais mettons pour la clientèle qui ont eu un traumatisme crânien modéré grave, ben oui, tu sais, on reçoit les gens de l'hôpital. Puis la plupart, c'est plus vrai aujourd'hui. On dirait que ça a changé, ça s'est modifié un peu là, dans le réseau. Mais en tout cas, la plupart, mettons, modérés graves, entrent à l'interne. Ils viennent à l'unité interne ici par un séjour. Un séjour qui peut s'étendre de quelques semaines à plusieurs mois. Puis après ça, ben, c'est le retour à la maison. Puis il y a une portion de notre clientèle, peut-être plus TCC léger, complexe, modéré, qu'on traite directement en externe. Quand ils sortent de l'hôpital, après quelques jours, là, ils s'en vont à la maison parce qu'ils sont capables, ils sont sécuritaires d'être à la maison. Mais nous, on les rattrape tout de suite en suivi en externe. Fait qu'on a, les clients, là, c'est comme ça un peu la trajectoire. Là. La question que moi et Simon, on se posait tantôt, c'est pour que quelqu'un qui est en interne, puisse sortir, c'est la signature de qui que ça prend? C'est quoi les critères? Ah! Ben, écoute, ça prend pas la signature de quelqu'un nécessairement parce que, tu sais, la réadaptation, il y a des médecins au centre qui sont un peu responsables du séjour, là, si on peut dire. Mais les médecins ne prennent jamais de décision seuls. Il n'y a jamais un médecin qui va dire non, je ne le laisse pas sortir ou oui, je le laisse sortir s'il n'a pas consulté l'équipe de réadaptation. C'est ça. C'est la question qu'on avait, en fait, Anne-Céric et moi. On se demandait c'était quoi le processus, finalement. C'est qui, à quel moment on dit, OK, lui, je pense que pour l'externe, il serait prêt. Comment ça fonctionne? C'est les travailleurs sociaux, les ergos, probablement aussi. C'est ça. Ben, tu sais, en fait, là, c'est quand on a été capable de mesurer entre autres, la sécurité à retourner à la maison. Tu sais, si une personne, mettons, vit seule, ben nous, on va essayer d'évaluer tous les paramètres là, qui fait que si tu retournes à la maison puis tu vis tout seul, est-ce que tu vas être capable, est-ce que premièrement, ça va être sécuritaire hein, pour ta santé? Est-ce que tu vas être capable de faire tes habitudes de vie quotidiennes? Si tu n'es pas capable, est-ce que tu vas avoir l'aide pour le faire? Il va falloir mettre l'aide en place avant de sortir. Sinon, est-ce que tu vas être capable ça peut être t'approvisionner, te déplacer, tu sais, c'est qu'on va évaluer chaque habitude de vie pour voir si on met la personne dans son milieu de façon sécuritaire ou pas. Ou bien, si on la met, si elle n'est pas tout à fait sécuritaire, est-ce qu'elle va avoir l'aide, soit de ses proches ou ben non, des services, tu sais, pour combler ça. Fait que dans le fond, l'important, c'est ça, tu sais, pour nous. Bien sûr qu'on fait ça en lien avec l'usager aussi. Tu sais, l'usager il a son mot à dire. Écoute, ça arrive, je te dirais quand même, tu sais, régulièrement que les usagers, des fois, sont prêts à sortir. Puis nous autres, mon Dieu, peut-être on les gardera encore parce que me semble ça pourrait être mieux, ça pourrait être meilleur. Tu sais, mais ça, c'est dans les yeux des intervenants. C'est pas nous autres qui vivons là. Fait que si on calcule que la personne est apte, le seul critère qui va faire que
on n'ira pas dans le sens de l'usager là, qui veut sortir ou pas. Là. Ça va être l'aptitude du client à pouvoir décider pour lui-même, Ouais. à pouvoir mesurer ses capacités et sa sécurité. Puis ça, ben, tu sais, c'est quand même plus rare, là. Les gens, habituellement, sont en mesure d'évaluer, peu importe, ils ont des séquelles de TCC, sont en mesure, la plupart, d'évaluer, et puis de prendre des décisions pour eux-mêmes. Mais si jamais ils n'étaient pas en mesure de prendre les décisions pour eux-mêmes, ben là, c'est l'équipe qui va, avec médecin, avec la famille, aider à prendre les meilleures décisions de sortie ou pas, là. Mais donc, une décision de sortie, là, elle se prend conjointement avec l'usager, sa famille. On regarde comment ils sont prêts, c'est quoi leur désir, puis qu'est-ce qu'on peut mettre nous autres en place pour que ça soit le mieux possible. Que ça se passe le mieux possible à la maison. Fait qu'un processus de réadaptation se finit ou pas, si l'usager veut sortir, ben on va regarder tout ce qu'on peut mettre en place pour l'aider. Fait que c'est le même que ça se fait. Mais c'est sûr que si on peut se rendre au bout du processus, ben la personne, elle sort peut-être légèrement mieux équipée pour faire face à sa réalité. Ben, ça ressemble un peu à ça. Là, Moi, je me rappelle que quand j'étais à l'LB, avant de sortir, ils m'ont placé en appartement dans l'LB. Il fallait que j'aille faire mon épicerie, que je me fasse mes repas, mon lave-vaisselle. Oui. Ça T'as existe raison. encore? Ça existe encore, Anne-Céric. Ça existe encore. Ça s'appelait on l'appelait nous autres notre petit studio. Oui. C'est comme un mini appartement, là. Puis effectivement, c'est une façon de s'essayer. Avant de dire je sors pour de bon, est-ce que j'ai assez d'énergie pour faire m'occuper de moi-même, faire tous mes soins, faire mes repas, faire mon approvisionnement, aller faire mon épicerie, revenir, gérer mon horaire quotidien. J'ai-tu assez d'énergie pour ça? Fait que puis en même temps, ben, ça permet des apprentissages. Pour certains, il faut refaire des apprentissages là-dedans. Puis d'autres, pour d'autres, c'est parce qu'ils n'en ont pas fait avant des apprentissages. Soit qu'ils sont jeunes, ils n'étaient pas vraiment en appart où ils commençaient. Fait qu'on donne un petit coup de pouce pour... moi, je n'étais jamais allé en appartement, fait que j'ai commencé de moi. C'est bon, tu vois. Fait que c'est comme un tremplin, finalement. C'est comme un entre-deux entre l'interne de réadaptation et le logement. On peut utiliser les studios. Là, c'est sûr qu'en situation de COVID, on a été bouleversé pas mal en lien avec ça. Si vous voulez, tantôt, on en reparlera. On peut finir de parler des questions plus reliées à la réadapt. Là, puis... Mais oui, une petite question. Excuse-moi, c'est vrai qu'une petite question que j'avais justement par rapport à ça. Tu sais, je veux dire, on sait que les TCC ont. Comment dire, c'est pas majoritaire, mais pas des symptômes, mais des caractéristiques. Souvent, c'est plus une difficulté à l'introspection. Ça fait souvent partie, je pense, du traumatisme crânien. Donc, à ce moment-là, c'est comment vous jugez que cette personne-là est justement apte à prendre ses décisions? Parce que moi, je me mets dans la peau de quelqu'un qui fait un accident. Anne-Céric, tu m'excuseras, mais je n'ai pas vécu d'accident, fait que je veux pas parler à ta place ou peu importe. Par contre, tu sais, me connaissant, je fais OK, je suis prêt à partir. Moi, ça va. C'est ça, encore une fois, le manque peut-être de capacité d'introspection, à quel point il joue dans la balance. Oui, c'est sûr qu'il joue. Mais en même temps, le manque d'introspection n'amène pas nécessairement quelqu'un à être inapte à prendre des décisions. Il ne prendra peut-être pas les bonnes décisions, par exemple. Oui, c'est ça. Parce qu'il va, il s'autocritique pas, il s'auto-évalue pas, il voit pas vraiment exactement, il n'est pas capable aussi le manque d'autoperception, il empêche les gens de se projeter dans l'avenir. Avec les séquelles qu'ils ont, qu'est-ce que ça va donner, ça? Il n'aura pas les conséquences de ses choix. Ouais. C'est ça, il mesure un peu moins. Fait que, moi, je pense que ce que ça prend, c'est que ça prend plus d'accompagnement à ce moment-là. C'est peut-être pas qu'on n'ira pas dans le sens de l'usager qui veut retourner à la maison, tout ça, mais peut-être qu'on va mettre un filet de sécurité plus important, par exemple, à domicile, puis on va mettre des interventions plus fréquentes s'ils les acceptent. On va pouvoir mettre des interventions plus fréquentes, on va pouvoir mettre un filet de sécurité de la communauté, de l'association, entre autres, qui est un excellent filet de sécurité pour les gens, justement, là, c'est un peu précaire, rendu à domicile. Mais c'est certain que je te dirais que le trouble d'autoperception est quand même un obstacle, à appliquer, des recommandations, mettons, qui seraient en lien avec leurs séquelles. Mais en même temps, la seule façon de s'en sortir, c'est de mettre les gens en situation.
Tu sais, quand tu as un trouble d'autoperception, là, la seule façon des fois de te permettre de bien évaluer, ben, c'est de te mettre en situation. Puis, bon, il faut mesurer l'impact Le malaise, de finalement, la ouais. mise en situation. Tu sais, on ne mettra pas un client en échec exprès, Non. mais de vivre des difficultés quand une fois que tu es rendu dans la situation, c'est peut-être la seule façon de revirer de bord, tu sais, puis de t'ajuster. Fait que, on va mettre en situation avec une espèce de filet alentour pour être capable, tu sais, que ça soit le plus sécuritaire possible. Mais c'est pas mal la seule. Fait que le studio qu'Anne-Céric parlait, là, la façon d'aller se tester en mini-appartement avant de partir, puis de voir, d'être face à tes difficultés. Il faut que les difficultés arrivent pour être capable de les voir. Ben, c'est peut-être une bonne façon, tu sais. Mais effectivement, vous avez raison, c'est quand même un impact important du TCC, puis c'est quelque chose qui va suivre les personnes, puis malheureusement, ben, ça va leur faire vivre des situations des fois un peu plus inconfortables, tu sais, parce qu'ils vont être face à la difficulté, puis là, ils vont être rendus dedans. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Mais ça prend un filet, ça prend des intervenants, ça prend un milieu familial peut-être qui est bien au courant de ça, puis qui peut être pas très loin, tu sais, pour récupérer ou être capable d'offrir une espèce de filet, là. OK. Mais c'est la grosse difficulté à travailler. C'est vraiment moi, c'est ce que je bonne... constate en tant qu'intervenant, c'est souvent là que ça fait pratiquement 2 ans que je suis à l'association, puis j'ai travaillé avant ça, pendant peut-être 1 an et demi, 2 ans avec d'autres membres TCC, mais qui n'étaient pas membres d'association, mais qui étaient TCC en centre d'hébergement. Puis c'est vraiment ce que je constatais vraiment dans les gens qui ont fait des TCC sévères, le manque justement de capacité à reconnaître leurs propres limites. Oui. Ça les caractérisait beaucoup, là. Je les voyais, puis c'était vraiment ce qui sautait aux yeux, là. Oui, c'est ça. Puis, malheureusement, c'est une atteinte, ça, au cerveau, tu sais, hein, c'est malgré eux. C'est pas volontaire. C'est vraiment que le cerveau analyse plus les choses de la même façon. Puis, c'est une des séquelles qui perdure. Avec la fatigabilité, là, le manque d'autoperception, là, c'est quelque chose qui perdure dans le temps puis qui est assez permanente comme atteinte. Mais comme je vous dis, qui se module avec les expériences, tu sais. Mais ça prend des expériences. Ça prend du vécu pour être capable de moduler tes décisions et tes choix, tu sais. Il doit y avoir la résilience aussi qui doit rentrer en mode là-dedans, parce que c'est pas tout le monde qui a la même capacité à se revirer après un échec aussi. Hein. Tu sais, des fois, des situations qui nous créent des malaises, des fois, il y a des gens qui, eux, vont se revirer, ils vont faire « OK, plus jamais je veux vivre ça ». C'est d'autres personnes qui, eux, peuvent en vivre 50 épreuves avant vraiment de réaliser « Ouais, dans le fond, j'haïs ça quand je suis cassé au bout du mois, puis finalement, tu sais, c'est pas tout le monde qui a la même capacité à se résilier à... » Non plus. Puis la résilience va avec le deuil, tu sais. Pour être capable de faire le deuil de capacité que tu as pu, faut que tu ailles de l'autocritique. Faut que tu ailles la faculté de te voir aller, d'autoperception. Donc, c'est aussi un obstacle à appliquer nos habiletés de résilience ou ben non, à faire un deuil standard, tu sais, si on peut dire, d'une perte. Hein? Un deuil normal d'une perte, c'est la capacité d'autoperception est comme un peu essentielle à ça. Ça ne veut pas dire que les gens ne vivent pas de processus de deuil. C'est pas du tout ça que ça veut dire. Ils en vivent un, puis c'est difficile, mais ça complique un processus de deuil. Donc, ce que ça fait, c'est que les gens vont avoir tendance à, même devant l'échec, ils vont dire hey, « moi, je ne veux plus me retrouver sans argent ». Mais quand une autre situation va se présenter, l'impulsivité va être là, le manque d'autocritique va être encore là, le manque d'analyse de la situation globale. Donc, ils vont se rembarquer dans une situation où peut-être ils vont avoir encore un manque d'argent. Tu sais. L'impulsivité, c'est une séquelle aussi. C'est une séquelle de l'accident. C'est vraiment une séquelle de l'accident. C'est vraiment malgré les gens. Fait que c'est sûr qu'on peut compter sur le temps, les expériences vécues, à force de vivre des affaires plates ou de vivre l'échec à un moment donné, peut-être tu vas appliquer quelques petits changements ou par la force des choses, la vie va t'amener à appliquer des changements, mais c'est vraiment difficile pour les gens. Ça, j'avoue, là, pour en tout cas côtoyer beaucoup de clients plusieurs années après l'accident, là, c'est quelque chose qui demeure plus difficile. C'est ça. Puis, je peux me permettre de revenir un peu sur ce que vous aviez dit tout à l'heure par rapport au studio, par rapport au COVID. Comme on a dit dans l'entrevue juste avant, un peu, on a dit qu'on voulait pas trop en parler, mais que le COVID, finalement,
prenait vraiment tout le dessus dans tout ce qui se passe dans l'actualité, puis dans nos vies, puis tout le kit, là. Savoir comment, à l'interne, à l'IRDPQ, qu'est-ce qui a changé avec vos intervenants, avec les neuropsychiatres, les neuropsychologues qui voyaient les patients, comment ça fonctionnait? Puis qu'est-ce qui a changé dans vos habitudes? Bien, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le fonctionnement, mais au bout du compte, les usagers, ils ont les mêmes traitements. T'sais. Ça, c'est important là, de savoir que la réadaptation, elle se poursuit. Là, je te dirais pour la clientèle interne, les gens ne manquent pas de services. Là, les mêmes services sont là, ils rencontrent leurs intervenants, tout ça. Mais où ça a changé, c'est dans toutes les façons de faire à l'IRDPQ. Fait que là, je peux vous décrire un petit peu, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais vous décrire un petit peu comment ça se passe maintenant quand les usagers arrivent. Certainement, ben oui. Anne-Céric va être capable de faire la comparaison, je pense. Nous, les clients, on va l'appeler l'LB. Hein? Les clients, les usagers, ils connaissent beaucoup l'LB, l'LDTCC. C'est leur référence, oui. Oui. Mais là, l'LB, elle ne nous appartient plus. Les clients ne sont plus à l'LB, les usagers. Excusez, des fois, je dis client, usager. Moi, je suis teintée par la SAC. Hein? Oui, la SAC, c'est usager, hein, c'est ça? Non, la SAC, c'était des clients dans le temps. Ah, OK. Mais là, c'est rendu usager partout. OK. Ah, yeah. Peu importe, la personne rentre, la personne qui a eu un traumatisme crânien, dans le fond, quand elle arrive de l'hôpital, il faut qu'elle soit en confinement maintenant. Le 14 jours. Un peu comme, dans tous les établissements, c'est ça. Tu ne changes pas d'établissement de même, puis tu t'en vas dans ton service avec les autres usagers qui sont déjà là. Fait que les gens qui arrivent de l'externe, ils ne peuvent pas côtoyer les personnes à l'interne tout de suite. OK. Donc, les gens rentrent, puis ils s'en vont dans l'LB ici maintenant, qui est une unité à zone chaude qu'on appelle. Fait que la zone chaude, ça veut dire qu'on fait comme s'ils avaient le COVID. Fait qu'ils arrivent de l'hôpital. Fait que là, il y a des équipes dédiées qui sont là, ergo, physio, orthophonistes. Il y a des médecins aussi, puis une chef de programme. Fait que c'est eux, seulement eux. Sont-ils en hazmat suit ou... là, oui, ils ont toute une saute. C'est en plein ça. Fait que là, ils ont la jaquette, ils ont le masque, ils ont la jaquette, ils ont la visière, puis des gants pour la plupart. Pas intimidant du tout. Ils font comme si les gens avaient le COVID. Parce que le but, c'est que si on échappe un qui a le COVID, finalement, puis qu'on se contamine comme intervenant ou qu'on contamine après ça, parce que nous, on n'a pas pris de précaution, on s'en va contaminer l'autre usager à côté, ben là, il y a une éclosion qui part. Puis là, on est mal pris, là, parce que là, il manque d'intervenants pour intervenir auprès de la clientèle. Puis la clientèle n'est pas sortie du bois, là. Ça veut dire des réhospitalisations. Puis ça fait que, tu sais, on a une clientèle, les gens ne savent pas, ils pensent que c'est juste dans les hôpitaux, dans les CHSLD, mais en réadaptation physique, là, avec toutes les sortes de clientèle qu'on a, puis traumatisés crâniens aussi, sont très vulnérables au niveau de la santé. Hein? On a eu un traumatisme crânien. Pour plusieurs, pour certains, c'est pas si mal, mais pour plusieurs, ça vient toucher tout ton fonctionnement d'organes internes aussi, parce que c'est le cerveau qui gère ça. Fait que les gens ont toutes sortes de problématiques associées, qui fait que ça les rend plus vulnérables à attraper le virus, puis s'ils l'attrapaient, ben, ils le combattraient moins. Fait qu'on est un milieu avec une clientèle qui est considérée vulnérable. Ouais. Donc, fait que voilà, fait qu'ils rentrent comme ça. Fait que là, ils font leurs 14 jours de confinement dans cette unité-là avec des intervenants. Mais là, on dirait que la réadaptation recommence. 14 jours après, là, ils transfèrent dans le bon programme. Donc, les gens s'en vont dans une autre unité. Là, on est tout il y a une mixité de clientèle dans les unités. On est obligé de regrouper des clientèles. Donc, les TCC avec des personnes AVC, parfois avec des personnes blessées médulaires. Ça dépend s'il y a des chambres de disponibles. On va où est-ce qu'il y a des chambres de disponibles. Mais la majorité TCC, AVC sont dans la même unité. Fait que les gens transfèrent dans l'unité et là, l'équipe TCC habituée prend en charge les clients. OK. On ne part pas à 0-0. Ces 2 semaines-là, il y a eu des interventions de fait, puis on se transfère ça, puis on continue. Oui, Anne-Céric? Ça doit être difficile parce que moi, je sais que quand j'arrivais de l'hôpital, j'ai eu un TCC, mais moi, dans ma tête, je sortais dans une semaine. Ouais. Puis là, en plus, tu as eu un TCC qu'il faut que tu caches. Moi, ça a pris 1 mois et demi, 2 mois. Et en plus, tu peux comme pas vraiment te faire expliquer ça encore.
Écoute, puis en plus, je vais ajouter à ce que tu dis, ben les gens, tu le sais, des fois, quand ils arrivent à l'hôpital après un TCC, ils ont vraiment des difficultés. Ils sont en amnésie post-traumatique des fois. Puis là, il y en a un actuellement, en amnésie post-traumatique, il ne sait pas ce qui est arrivé, il ne sait pas pourquoi il est là. Des fois, il ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a eu finalement. C'est sûr que les intervenants font des interventions en lien avec ça, mais c'est pas nous, en tout cas, on trouve ça pas évident pour les gens parce que en plus, ils ne voient pas beaucoup les intervenants avec lesquels ils travaillent. Je veux dire, entre toi et moi, là, je pense qu'ils nous reconnaissent très peu. Même si t'as une grosse barbe, mais je veux dire, une fois le masque d'en face, la visière d'en face, la jaquette puis le chapeau, là. Ben, c'est Ben ce là, que j'allais écoute, dire. Ça doit avec les teinter. gens, tu sais. Ça doit teinter en quelque sorte l'intervention pendant ces 2 semaines-là. Ouais. Faire un accident, se ramasser sur un lit d'hôpital, entouré par du monde, avec un contact physique qui est extrêmement, extrêmement limité, là. Ça doit jouer un peu aussi dans la... Pas le secours, mais je veux dire, tu sais, après un accident, on a besoin de réconfort, de se faire dire que ça va bien aller. Tu sais, ça doit être difficile d'arriver dans un climat de détresse quand même demain, mais ça va quand même être difficile. Écoute, je ne veux pas parler pour eux, là, mais c'est sûr qu'ils ont quand même, les intervenants qui sont dans cette unité-là, ils sont très, très sensibles à ça. Ben oui. Puis, ils ont des contacts de proximité avec les clients. Hein. Ils ne sont pas traités à 2 mètres. Là. OK. Ils ont vraiment des contacts de proximité. Ils ont de l'ergo, ils ont de la physio, ils ont tout ce qu'il faut. OK. Puis les intervenants sont tellement sensibles à ça que, écoute, ils en parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup du contexte, tout ça. Un autre... mais c'est évidemment que c'est pas comme avant. Fait que ça fait comme 2 semaines de flottement un peu, malgré que les gens ils sont traités et tout ça, mais c'est pas pris en charge comme avant. Non, c'est ça. Fait que, après ça, il faut qu'ils se réadaptent, les gens aussi, à d'autres intervenants après 2 semaines, tu sais. Ouais. Fait que là, ils recommencent avec un autre ergo, avec un autre physio, puis le reste de l'équipe, tu sais. Ce qu'on essaye de faire le plus possible pour soutenir ces intervenants-là qui ne traitent pas que des TCC, là, ils traitent toute clientèle qui rentre au centre. Là. Fait qu'ils ne sont pas nécessairement spécialisés TCC nécessairement. Nous, on est en support à cette équipe-là. T'sais. Fait qu'aussitôt qu'il y a un client qui rentre, un usager qui rentre à l'LB, l'équipe de Réadapt TCC se branche à ces intervenants-là par téléphone. On ne peut pas se voir, on ne peut pas se côtoyer, on ne peut pas se rencontrer. Non, c'est ça. Puis on se branche, puis on se parle. Puis là, écoute, s'ils ont des besoins en haut, ils nous communiquent, on les guide, puis là, ils repartent avec ça. L'ETS du programme TCC est tout de suite en lien avec les familles. Aussitôt que l'usager rentre, on est tout de suite en lien avec les familles. Fait que ça, on essaie de les prendre dès le départ, comme si on faisait l'admission nous-mêmes. OK. C'est que, tu sais, il y a des choses qui ont été mises en place, vraiment, je pense, pour... C'est pas l'idéal, mais pour faciliter tout ça. Tu sais, faciliter tout ça. C'était un peu la catastrophe au début, mais je te dirais qu'on s'habitue à ça. Je pense que les clients, ils n'ont pas... Ceux qui arrivent, ils n'ont pas connu d'autres choses. Ils s'habituent à ça. Ça fait qu'il y a comme une accoutumance qui se crée, puis de l'aisance aussi à intervenir comme ça, là, de plus en plus. Fait qu'on trouve ça un peu moins dramatique qu'au début. Oui, effectivement. Même à l'association, nous, c'était les premières 2-3 semaines, c'était pas évident. Là. Même encore, de dire à tous les membres qu'on n'a pas de date de retour éventuelle, qu'on ne sait pas quand ça va revenir. Ça peut être anxiogène. Hein? Le virtuel, c'est ce qu'on a présentement comme calendrier virtuel qui est très intéressant. C'est un peu le moindre mal, comment dire, on essaie le plus possible d'intervenir avec les gens malgré le fait que c'est pas du tout la même retombée de pas être physiquement avec quelqu'un. Hein. En réadaptation, il y a un besoin d'être avec la personne pour l'appuyer puis la soutenir. À distance, c'est jamais l'idéal. Tout le monde qui a autant d'aisance à venir vous parler en vidéoconférence non plus. Ben non, c'est ça. Mais c'est pour ça que nous, les usagers ici, il faut qu'il y ait des intervenants qui travaillent avec eux, qui les voient. Ils sont vraiment physiquement là, en contact avec eux. C'est sûr qu'on retarde un peu la neuropsychologie parce que on n'a pas assez de ressources en neuropsychologie pour en isoler dans l'LB au départ. Mais donc, c'est 2 semaines où est-ce qu'on les guide par rapport à ça. Puis après ça, quand ils embarquent dans notre équipe, on y va avec les évaluations, puis on y va avec le soutien. Le soutien psychologique peut tout de même être assuré.
les intervenants ici parlent aux usagers, même si on ne peut pas les voir tout de suite. Fait que, il y a un contact qui se crée, puis écoute, il y a un usager, à un moment donné, écoute, il a pris le tour d'appeler. Il appelait le neuropsychologue, puis il appelait pendant ces 2 semaines-là. Écoute, c'était vraiment intéressant de voir ça. Là. Sais-tu ce que ça fait aussi? Ça, tu sais, des fois, on a l'impression que les gens ne seront pas capables ou vont avoir donc de la misère, puis ils ne seront pas capables de s'adapter. Puis finalement, là, c'est quand même des belles surprises de voir comment les gens, malgré leur accident, malgré leur crime qu'ils en ont des capacités d'adaptation, puis si tu leur mets les outils entre les mains, là, pour plusieurs, ils vont être capables de transiger avec ça. En tout cas, moi, ça me fait aussi voir ça, je te dirais.